Donc bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéoconférence consacrée au pilotage financier en période de crise. Donc pour cette nouvelle vidéoconférence, le mode de fonctionnement qu'on a adopté est similaire à celui de la semaine passée, à savoir que vous pourrez nous faire part de vos remarques en écrivant dans la rubrique questions qui est située à droite de votre écran, là où il y a déjà quelques commentaires. Il vous est aussi possible, si vous voulez mieux voir le support qu'on vous a préparé, de basculer dans un mode plein écran sur la partie vidéo et revenir ensuite à la possibilité de poser des questions simplement en appuyant sur échappe. Donc on va dès à présent rentrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Comme vous le savez, le constatez sûrement dans vos entreprises, la période actuelle a de forts impacts économiques. Ce qui, pour nous, amène à se dire que cela renforce l'importance du pilotage financier de votre entreprise. Et parmi les outils de pilotage, on a notamment celui qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui et sur lequel on va se focaliser, qui est le tableau de bord. Dans la période de confinement qui restreint bon nombre d'entre nous dans nos activités, on s'est dit, nous, que ça pouvait être l'occasion de repenser, de revisiter vos tableaux de bord, se poser des questions en fait sur leur pertinence actuelle et voir comment les adapter et les rendre les plus pertinents possibles. Et donc, dans cette optique, le but de la vidéoconférence du jour, c'est d'essayer de vous donner des pistes de réflexion en la matière pour vous aider justement à améliorer cet outil. Donc, dans cette réunion, on va s'intéresser au pilotage financier en période de crise. L'intervention va durer entre 30 minutes et 45 minutes. Donc voilà, après ces quelques petits éléments de contexte, on va directement rentrer dans le vif du sujet avec Jérôme. Peut-être Jérôme, tu pourrais nous faire un petit état des constats que tu fais toi concernant les outils de pilotage aujourd'hui en place dans les TPE, PME. Oui, écoutez, bonjour à tous. Donc d'abord, effectivement, la notion d'outil de pilotage financier recouvre non pas uniquement que le tableau de bord, mais un certain nombre d'outils. Et après 20 ans d'activité au sein de notre cabinet, ce qu'on peut constater, nous, sur le terrain, c'est que dans les petites entreprises, TPE, petites PME, eh bien, finalement, c'est que les outils de pilotage financier sont relativement peu développés. Je pense notamment à tout ce qui touche au budget prévisionnel. Et pour ce qui concerne le tableau de bord, eh bien, c'est assez variable d'une entreprise à l'autre. Mais disons que globalement, d'abord, il y a environ la moitié des entreprises, petites entreprises, donc, qui n'ont pas du tout de tableau de bord, en tout cas de tableau de bord véritablement formalisé. Ça ne signifie pas évidemment qu'elles n'ont pas d'information. L'information existe et elle est souvent éclatée, répartie à l'intérieur de l'entreprise au sein des différents services. Donc le chef d'entreprise va ponctuellement, en fonction de ses besoins, collecter l'information, mais elle n'est pas centralisée dans un document qu'on pourrait qualifier de tableau de bord. Et puis, pour d'autres entreprises, sans faire de généralité, on va dire qu'on a parfois des tableaux de bord qui ne sont pas toujours mis à jour régulièrement parce que trop complexes ou dans lesquels il faut rentrer trop de données. Et donc, finalement, on se retrouve avec des tableaux de bord qui sont incomplets en termes d'information, dans lequel on peut manquer d'historique ou d'archivage. Et l'autre écueil également que l'on peut constater sur le terrain, c'est bien souvent le manque de référentiel. J'aborderai cette notion tout à l'heure, c'est-à-dire que l'information qui est donnée par le tableau de bord n'est pas comparée à une référence, à un référentiel qui permet d'interpréter cet indicateur. Donc on va, j'en parlerai dans un instant, on va appuyer sur cette notion dans quelques minutes. L'autre élément qu'on peut indiquer par rapport à l'existant dans les petites entreprises, c'est que très souvent, le tableau de bord est finalement égal à un compte de résultats mensuel, ce qui amène deux remarques. D'une part, pour pouvoir faire correctement un compte de résultats mensuel, il est nécessaire, lorsqu'on a des stocks ou des encours de production, d'être capable de les chiffrer chaque mois ou chaque fin de mois, ce qui n'est pas toujours le cas dans beaucoup d'entreprises. Et de ce fait, on a un outil compte de résultats mensuel qui comporte une problématique de fiabilité, c'est-à-dire que l'information qu'il divulgue n'est pas forcément exacte, compte tenu que l'entreprise n'est pas en capacité de faire son état des stocks chaque fin de mois ou de suivre la valeur de ses encours de production. Donc il nous arrive assez fréquemment, en tout cas ponctuellement, de rencontrer des dirigeants qui nous interpellent avec un compte de résultats mensuel, et puis quand on creuse un peu la question, on se rend compte que finalement ce document est relativement approximatif
voire erronée. Et donc finalement, on a un chef d'entreprise qui pilote son entreprise avec une information qui n'est pas forcément fiable. Donc c'est un point de vigilance à avoir. Et puis l'autre remarque par rapport à cette notion de compte de résultat mensuel, eh bien, c'est que dans un compte de résultat mensuel, il manque un certain nombre d'indicateurs fondamentaux. Je pense notamment à la trésorerie, qui est une donnée dont on parlera également tout à l'heure, qui n'est pas suivie bien évidemment dans un compte de résultat, qui pour autant est une donnée fondamentale, est un indicateur fondamental à suivre, en particulier dans le contexte actuel, mais je dirais dans tout type de contexte évidemment, puisque c'est le nerf de la guerre, c'est l'essence dans le réservoir de la voiture. Donc c'est une donnée importante et fondamentale à suivre dans un tableau de bord, ce que l'on ne trouve pas dans un compte de résultat mensuel. Donc on verra tout à l'heure au travers d'exemples qu'on peut s'écarter de cette notion de compte de résultat mensuel tout en ayant des tableaux de bord pour autant pertinents avec des indicateurs fondamentaux importants comme notamment la trésorerie que j'évoquais à l'instant. Donc, sur la base de ce constat, quelle est la nécessité aujourd'hui en termes de tableau de bord et en tenant compte du contexte également du moment? Eh bien, je dirais que l'essentiel aujourd'hui, au travers d'un tableau de bord, c'est de pouvoir dire si l'entreprise est en danger ou si l'entreprise, à l'inverse, est performante. C'est-à-dire qu'on ait un tableau de bord un petit peu comme dans un véhicule qui nous alerte finalement sur des éventuels dangers qui pourraient se présenter ou qui nous confirment que nous sommes performants parce que l'activité est là, la rentabilité est là, etc. etc. Donc pour arriver à déterminer s'il y a danger ou performance, je dirais qu'il y a trois éléments à prendre en compte dans la construction du tableau de bord. Premièrement, il convient d'avoir un référentiel, c'est-à-dire pour savoir si je suis performant ou en danger, il me faut évidemment une référence à laquelle me comparer. Cette référence au cas par cas peut être un objectif que je me suis assigné. Je dépasse ou pas cet objectif, c'est un référentiel. Le référentiel peut être le passé de l'entreprise. Je connais mon historique et je peux me comparer à mon passé pour vérifier ou m'assurer que je suis plus performant que par le passé ou moins performant le cas échéant. Et le référentiel peut être également une norme qui peut découler de mon métier, comme une norme qui peut découler du secteur financier, une norme bancaire par exemple, selon l'indicateur sur lequel on a besoin d'avoir un référentiel. Donc on verra dans des exemples tout à l'heure de tableau de bord quelle norme ou quel référentiel plus précisément on peut mettre en place indicateur par indicateur. Deuxième nécessité pour construire son tableau de bord, c'est d'avoir un suivi régulier de l'information et ce sur moyenne période. Pourquoi? Parce que ce suivi sur moyenne période va permettre de dégager des tendances de fond, ce qui est bien souvent d'ailleurs un écueil qu'on constate dans beaucoup de tableaux de bord, c'est que finalement on prend l'information à un instant T, mais on ne sait pas comment évolue cette information sur les 6, 12 derniers mois. Je prends un exemple, je peux avoir aujourd'hui à date une trésorerie qui est correcte. Pour autant, si j'avais suivi cet indicateur trésorerie depuis 6 mois, je me serais peut-être rendu compte que cette trésorerie ne cesse de se dégrader dans le temps et que 6 mois auparavant, j'avais beaucoup plus de trésorerie qu'aujourd'hui. Et donc cette tendance, elle est aussi importante dans un tableau de bord parce que même si ma trésorerie est correcte aujourd'hui, si cette tendance perdure, eh bien dans 6 mois, peut-être que ma trésorerie sera dans la difficulté ou en négatif. Et donc l'information tableau de bord n'est pas qu'une information à l'instant T, elle doit aussi nous donner des tendances de fond. Donc ça oblige évidemment un suivi régulier qu'on va faire en général tous les mois, toutes les semaines, selon la nature de l'indicateur. Et il va falloir construire en quelque sorte une procédure pour aller chercher l'information au bon endroit, toujours au même endroit, je dirais, pour fiabiliser dans le temps l'information et la restitution donnée par notre tableau de bord. Et puis, évidemment, il faut aussi que notre tableau de bord soit construit de façon simple et il est nécessaire qu'il soit rapide à mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas y consacrer trop de temps chaque mois, sans quoi, avec le temps, on va évidemment, le risque, c'est de ne plus le mettre à jour par manque de temps, et donc on perd évidemment l'intérêt du tableau de bord. Nous, par expérience, on met en place un certain nombre de tableaux de bord dans les entreprises, dans notre cabinet. On estime que le tableau de bord dans sa globalité, pas uniquement financier, j'entends toutes les composantes du tableau de bord, ne doit pas impliquer un temps de travail supérieur à 1 heure par mois pour renseigner ce tableau de bord. On estime qu'au-delà, ça peut devenir évidemment trop lourd et donc vaut mieux faire simple et efficace plutôt que de ne pas le suivre ensuite dans le temps.
presque trop complexe. Le dernier point pour rendre un tableau de bord efficace, je dirais, c'est de la nécessité d'avoir une approche synthétique, c'est-à-dire de choisir les bons indicateurs, ceux qui nous intéressent véritablement, et puis de mettre de côté ceux qui nous paraissent moins pertinents ou trop compliqués à suivre parce que trop lourds en termes de suivi de l'information. L'idée étant de dire il faut être synthétique, c'est-à-dire trop d'informations tue l'information, la capacité d'analyse de l'humain est limitée, et nous estimons que par grand tableau de bord, par grande fonction du tableau de bord, il faut limiter le nombre d'indicateurs dans une fourchette comprise entre 5 et 9 indicateurs pour que ce soit gérable et que le tableau de bord donne une information pertinente. Mais ça veut dire qu'en amont, on a une réflexion évidemment sur le choix des indicateurs pour choisir les indicateurs les plus pertinents aux yeux du chef d'entreprise. Je reprends l'exemple du véhicule. Quand vous êtes dans votre véhicule, vous avez un tableau de bord. Je suis venu ici en voiture. Sur votre tableau de bord du véhicule, vous avez grosso modo 5 à 10 indicateurs. Vous pourriez en avoir potentiellement 50, mais si vous en aviez 50, évidemment, vous auriez du mal à interpréter tout ce que veut vous dire votre tableau de bord. Donc il faut revenir à des choses accessibles, interprétables par l'humain. Et donc la solution, évidemment, c'est de mettre en place des tableaux de bord plutôt simples, efficaces, et on le verra également sur mesure par rapport aux besoins de l'entreprise ou du chef d'entreprise. Et donc ce tableau de bord, une fois construit, il doit nous permettre, ou vous permettre en tant que chef d'entreprise, de prendre conscience justement de ce qui se passe dans votre entreprise, notamment la notion de tendance que j'évoquais tout à l'heure. Quelle est la tendance de fond de mon entreprise? Est-ce que la dynamique commerciale est bonne ou pas? Est-ce que ma trésorerie est plutôt en progression ou en diminution dans le temps? Donc on doit prendre conscience de ce qui se passe dans son entreprise. Ces éléments qui viennent plutôt de l'historique de l'entreprise permettent aussi de se projeter. Le passé renseigne le futur en quelque sorte, et donc la tendance de fond qui se dégage de mon tableau de bord sur le passé peut me permettre de faciliter des projections financières lorsque j'en fais. C'est relativement utile aujourd'hui dans le contexte qu'on connaît avec les demandes de prêts garantis par l'État, à la fois d'avoir un tableau de bord, mais aussi de pouvoir se projeter dans le futur sur les conséquences de la crise sur vos entreprises. Et ce tableau de bord, évidemment, toujours comme dans le véhicule, je dirais, il doit vous permettre de prendre des décisions rapidement. S'il y a une fuite d'huile ou d'essence, il faut s'arrêter. S'il n'y a plus d'essence dans le réservoir, il faut aller faire le plein. Et donc, on a besoin de suivre des indicateurs fondamentaux importants qui vont nous permettre de s'adapter et de prendre des décisions rapidement lorsque c'est nécessaire. Et puis, un tableau de bord sert aussi à communiquer à l'extérieur. C'est très utile aujourd'hui, notamment pour des entreprises qui n'auraient pas clôturé des comptes récemment. Ce tableau de bord va permettre de communiquer avec les tiers, notamment les partenaires bancaires, et on va dire que les partenaires financiers au sens large de l'entreprise, pour pouvoir justement exprimer aux partenaires bancaires en particulier ce qui se passe dans l'entreprise en cours d'année, en cours d'exercice, et leur indiquer si l'entreprise se porte bien ou si elle connaît des difficultés, sans nécessairement attendre la sortie des comptes qui parfois se font attendre, sont un peu longs en termes de sortie, etc. Donc c'est aussi un outil de communication externe et pourquoi pas interne d'ailleurs vis-à-vis des collaborateurs pour leur exprimer un petit peu ce qui se passe dans l'entreprise et leur donner les grandes tendances de fond. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil qui doit être personnel, donc qui ne doit pas être standardisé, c'est du sur-mesure finalement, et donc on va mettre dans le tableau de bord des indicateurs qui dépendent de vos priorités, des priorités de l'entreprise. Un tableau de bord d'une entreprise qui est en phase de création n'est pas nécessairement le même qu'un tableau de bord d'une entreprise en développement. On n'a pas les mêmes problématiques, et donc les indicateurs finalement qui sont dans le tableau de bord peuvent être adaptés dans le temps en fonction des priorités qui sont les vôtres en tant que chef d'entreprise, comme des besoins de l'entreprise en fonction de son stade de développement. Et puis pour terminer sur ce volet, je dirais il faut également que l'information qui ressort du tableau de bord soit parlante, voire vivante. Et nous, on préconise, je vous montrerai des exemples tout à l'heure, d'utiliser plutôt les graphiques par rapport à des tableaux de chiffres, parce que le graphique permet très vite de dégager une tendance et d'interpréter l'information très rapidement, en quelques secondes, je dirais, alors que des tableaux de chiffres avec, vous avez 20 colonnes et 50 lignes, évidemment, remplies de chiffres, l'interprétation de ce type de document est relativement complexe, difficile et prend beaucoup de temps. Donc on va
voir des exemples d'indicateurs mis sous forme graphique qui permettent de lire et d'interpréter l'information facilement. Merci Jérôme pour ce cadre définissant ce que doit être et ce à quoi doit servir au final le tableau de bord. En complément, et pour faire le lien aussi avec le contexte actuel, pour disposer d'un tableau de bord efficace, est-ce que tu peux nous éclairer sur les indicateurs financiers qui sont plus particulièrement à suivre dans le contexte qu'on connaît ? Oui, bien sûr, on va développer effectivement trois typologies d'indicateurs. Un premier volet consacré à l'activité commerciale, dans lequel on verra différents indicateurs possibles. Un volet touchant à la trésorerie, qui est un sujet évidemment éminemment important aujourd'hui. Et puis, un sujet un peu plus technique, on verra qu'on peut suivre également ce qu'on va appeler les composantes du BFR, le BFR étant le besoin en fonds de roulement, dans lequel on va notamment trouver le suivi des créances clients et plus particulièrement des délais de paiement moyens des clients de l'entreprise. Et on sait que dans le contexte actuel, le risque d'impayé de factures évidemment augmente, peut-être pas à très court terme, mais dans les mois qui viennent, il risque d'y avoir des défaillances d'entreprise et donc des impayés. Ces impayés peuvent porter préjudice évidemment, et donc il nous paraît important de suivre aujourd'hui dans les tableaux de bord le délai de règlement client, en étant alerté évidemment d'un allongement de ces délais, voire d'une part des créances clients en retard qui augmenterait, ce qui vous permettrait d'agir, c'est-à-dire de relancer les clients, en tout cas de vous préoccuper de la question pour essayer de vous faire régler en temps et en heure. Donc on va commencer par le suivi de l'activité commerciale. Donc évidemment, quand on parle d'activité commerciale, l'élément de base, évidemment, c'est le chiffre d'affaires. Donc, dans un tableau de bord, très fréquemment, on suit le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ici, la particularité, comme vous le voyez, c'est qu'on est sous format graphique, d'une part. Dans le graphique de gauche, on suit le chiffre d'affaires mensuel. Et ce chiffre d'affaires mensuel de l'année N est comparé au chiffre d'affaires de l'année N-1. On a également une petite courbe jaune qui apparaît dans le graphique, qui correspond à un autre référentiel qui est l'objectif finalement de chiffre d'affaires mensuel que s'est donné le chef d'entreprise en début d'année. Et donc ce graphique nous donne plusieurs informations. Il nous dit si le chiffre d'affaires du mois écoulé est supérieur ou pas à celui de l'année précédente, et il nous indique également si le chiffre d'affaires du mois écoulé est supérieur ou inférieur à l'objectif qu'on s'était assigné en début d'exercice. Donc on a finalement au travers de ce graphique trois façons de le lire, en tout cas trois informations importantes synthétisées dans ce seul document. Et puis le graphique de droite, eh bien c'est le même, mais en version cumulée tout au long de l'année. Ici, le mois de décembre n'est pas encore saisi sur l'année N, mais on voit que en cumul, qui est le bleu, la colonne bleue, eh bien nous sommes au-dessus du chiffre d'affaires N-1 en cumul tous les mois, et nous sommes également au-dessus de l'objectif assigné par le chef d'entreprise. Alors qu'en mensuel, on voit que si on était au-dessus de l'objectif et au-dessus de N-1 pendant les premiers mois de l'année, on voit qu'on a un mois, le mois de juillet en particulier, où finalement nous sommes en dessous le chiffre d'affaires de N-1 et en dessous de l'objectif qu'on s'était assigné. Et cela se répète en septembre dans la partie mensuelle. Mais le fait d'avoir ces éléments côté mensuel montre que finalement ça ne s'est produit que deux mois dans l'année. Et comme nous avons la version cumulée à droite, on se dit finalement en cumul, on est toujours au-dessus du N-1 et on est toujours au-dessus de l'objectif. Donc on va dire que tout va bien. Donc tout ça pour dire que l'information doit être accolée à un référentiel qui permet de donner du sens à cette information. Alors que si je vous donnais le chiffre d'affaires du mois d'avril uniquement, évidemment, une donnée isolée comme celle-ci, elle n'est ni comparée à N-1 ni à un objectif, donc elle est relativement difficile à interpréter pour savoir ou pour dire si l'entreprise va bien, si elle est performante, si elle ne l'est pas. Donc, premier élément, je dirais, de base, qui est le chiffre d'affaires à suivre. Deuxième élément qui est souvent oublié d'ailleurs dans le suivi tableau de bord d'une entreprise, c'est le carnet de commandes. Le carnet de commandes permet d'anticiper le chiffre d'affaires de demain. C'est très important actuellement dans le contexte que nous vivons, puisqu'évidemment beaucoup d'entreprises sont à l'arrêt, n'ont pas d'activité aujourd'hui, mais elles ont pour autant potentiellement un carnet de commandes avec des réalisations à venir, ce qui permet d'estimer justement, lorsque les choses redémarreront,
le chiffre d'affaires probable qu'elles vont pouvoir réaliser au moment du redémarrage. Et donc ici, vous avez 4 graphiques. Je commence par les graphiques du bas, on va dire, qui sont les plus simples. Les graphiques du bas permettent de mesurer la prise de commande au mois le mois. C'est le graphique de gauche. Ces prises de commande au mois le mois sont comparées aux prises de commande de l'année N-1 pour savoir si on est dans une meilleure dynamique commerciale finalement que l'année précédente. Le graphique toujours en bas à droite permet de voir si on cumule les commandes prises sont supérieures ou pas à l'année N-1, ce qui est le cas ici. Et les 2 graphiques du haut nous donnent une autre information. Celui de droite nous indique le carnet de commande global de l'entreprise. C'est une information évidemment importante. On voit ici qu'il augmente en tendance. Si ce n'est qu'un carnet de commande global, c'est bien, mais peut-être que ce carnet de commande est à réaliser à plus de 3 mois. Et peut-être qu'à court terme, à moins de 3 mois, je n'ai pas grand-chose finalement en termes de travail à réaliser, ce qui peut être un souci évidemment en termes de plan de charge. Ou à l'inverse, ce carnet de commande, il est à réaliser à 80% dans les 3 mois et je n'ai pas forcément les équipes pour réaliser dans les 3 mois ce volume d'affaires qui est trop important. Donc le graphique de gauche vient justement apporter cette information. Il nous dit finalement à l'intérieur du carnet de commande global quelle est la part de commandes qui est à réaliser dans les 3 mois qui viennent et ce qui va permettre au chef d'entreprise, je dirais, d'adapter son plan de charge. Et nous avons mis dans ce graphique un maximum à 3 mois, c'est-à-dire que le chef d'entreprise considère dans cette société que dans les 3 mois qui viennent, il ne faut pas qu'il ait plus de 300 000 € de travaux à réaliser. Je ne l'ai pas dit, mais nous sommes dans le bâtiment, sans quoi finalement son équipe n'est pas forcément capable ou en capacité de l'assumer. Ou alors il faudrait en tout cas augmenter les capacités de production de l'entreprise. Donc, on est ici dans quelque chose qui est toujours du suivi de l'activité commerciale, mais avec une logique d'anticipation. Ces informations sur mon carnet de commande me permettent d'anticiper mon chiffre d'affaires à venir et va me permettre également d'adapter mon plan de charge. Donc, bien sûr, ici, on est très synthétique. Tout ça, après, un chef d'entreprise qui maîtrise et connaît la société peut rentrer dans le détail de ce qu'il y a derrière ces informations, chantier par chantier, etc. Mais on a ici une vision un peu globale de l'évolution de la dynamique commerciale de l'entreprise au travers de son carnet de commandes. Toujours en matière de suivi commercial, de l'activité commerciale, j'ai insisté en début d'échange sur la notion de référentiel. Eh bien, il y a un référentiel relativement important qui peut être associé à l'activité commerciale et qui va nous amener sur un terrain finalement qui est celui de la rentabilité, mais sans nécessairement faire un compte de résultat mensuel comme je l'évoquais tout à l'heure. Le seuil de rentabilité, on l'appelle également le point mort. Et sans rentrer dans la technique, on va dire, cela correspond au chiffre d'affaires, au niveau de chiffre d'affaires à partir duquel une entreprise est rentable. On parle en réalité ici d'une logique de couverture des charges fixes, c'est-à-dire que on peut définir, et c'est plutôt votre cabinet comptable qui peut le faire pour vous, le volume d'affaires nécessaire à la couverture des charges fixes. Et lorsqu'on atteint ce volume d'affaires minimum, tout chiffre d'affaires supplémentaire permet à l'entreprise de dégager de la rentabilité. Eh bien, on peut introduire ce paramètre, ce référentiel à l'intérieur de notre tableau de bord. C'est ce qui est fait ici dans le graphique, c'est-à-dire que le graphique ici nous donne le chiffre d'affaires mensuel et en jaune la courbe nous donne le seuil de rentabilité mensuel que l'entreprise doit atteindre pour être rentable sur le mois donné. Alors vous allez me dire, oui, mais comment fait-on pour avoir un seuil de rentabilité mensuel? En réalité, ce n'est pas très compliqué. Souvent, le seuil de rentabilité, il est calculé effectivement de façon annuelle. Et donc, une fois qu'on a ce seuil de rentabilité calculé de façon annuelle, qui peut notamment, comme je l'ai dit, vous être donné par votre cabinet comptable, eh bien, il est possible, disons, de saisonnaliser ce seuil de rentabilité, c'est-à-dire de dire que si, par exemple, le mois d'août, classiquement, représente 5% de l'activité de l'entreprise de l'année, 5% de l'année, eh bien, j'affecte 5% de mon seuil de rentabilité annuel au mois d'août, et je fais la même chose finalement pour chacun des mois, et ce qui me donne finalement un target, un objectif minimum à atteindre de chiffre d'affaires pour être certain que mon entreprise soit rentable au moins le mois ou en cumul, parce qu'on peut faire évidemment ce même graphique en cumul,
Et donc, par exemple, appliqué au graphique qui vous est présenté, on voit que l'entreprise, jusqu'en juillet, elle est toujours au-dessus de son seuil de rentabilité mensuel, ce seuil étant différent d'un mois à l'autre. Au mois de juillet, le seuil de rentabilité est supérieur au chiffre d'affaires du mois de juillet, mais ce n'est pas très grave, puisqu'on peut penser que ce graphique en cumul nous donnerait peu ou prou la même information que tout à l'heure, à savoir, en cumul, globalement, nous sommes au-dessus du seuil de rentabilité qu'on a défini. Donc, globalement, tout va bien. Oui, ce que je voulais ajouter là-dessus, sur ce point, c'est que la difficulté éventuelle du seuil de rentabilité, c'est qu'il est donc en rapport avec les charges fixes de l'entreprise. Or, les charges fixes d'une entreprise peuvent évoluer en cours d'année. Et donc, si on a déterminé en début d'exercice le seuil de rentabilité par rapport à l'année précédente, évidemment, ça peut être un indicateur relativement imparfait. Et donc, il est plutôt recommandé pour déterminer le seuil de rentabilité de l'année à venir de travailler plutôt à partir d'un prévisionnel. J'intègre dans ce prévisionnel mes investissements, mes embauches envisagées, etc. Et je détermine, grâce à ce budget prévisionnel, le seuil de rentabilité de l'année à venir. Et c'est ce seuil de rentabilité de l'année à venir estimé, bien évidemment, parce que la réalité ne sera pas forcément exactement comme on l'avait envisagé. Eh bien, ce seuil de rentabilité envisagé, prévu, je le saisonnalise et j'en fais une sorte d'objectif, en quelque sorte, dans mon tableau de bord, ou un référentiel minimum à atteindre tous les mois. Donc voilà pour le premier volet qui touche à l'activité commerciale. Ensuite, on a indiqué qu'il était très important de suivre sa trésorerie. Nous, notre recommandation par rapport à ça, c'est que le suivi de la trésorerie doit se faire à partir des relevés banques, et non pas à partir de la comptabilité. D'une part, la comptabilité peut ne pas être à jour au moment où on veut renseigner son tableau de bord, et puis les problématiques d'une entreprise en termes de trésorerie se posent par rapport à ce qui existe sur les comptes bancaires, quand le banquier évidemment appelle le chef d'entreprise pour lui exprimer un dépassement d'autorisation de découvert ou autre, dépassement d'autorisation tout court, et bien évidemment, on fait référence à ce qui se passe sur les comptes bancaires et pas dans la comptabilité. Donc, les relevés banques permettent d'être au plus près du réel, je dirais. Ensuite, pour avoir une logique ou une vision prudente des choses, on recommande de prélever ou de relever l'information plus précisément au moment du mois où la trésorerie est la plus basse. Donc, ça peut être notamment après le paiement des salaires et ou les paiements des fournisseurs, des factures fournisseurs. Et ensuite, on va toujours idéalement chercher l'indicateur trésorerie, l'information, à la même date. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir réfléchi et anticipé cette problématique. Et donc, dans notre tableau de bord, tous les mois, le 5 du mois par exemple, je vais chercher sur mes relevés bancaires mon solde que je retranscris dans mon tableau de bord, toujours à la même date qu'on a définie comme étant la plus basse du mois. Pour justement aussi donner une fiabilité dans le temps à l'information. Et le danger, évidemment, en la matière, c'est que la personne qui saisit le tableau de bord change dans le temps. La personne précédente allait chercher, comme il convient, les soldes bancaires sur les relevés banques, et la nouvelle personne qui vient d'arriver, qui remplace la précédente, on ne lui a pas bien transmis l'information, et aujourd'hui, elle va chercher l'information en comptabilité, et de ce fait, notre information n'est plus fiable dans le temps, puisqu'on a changé la source en cours de route. Donc, évidemment, c'est important de bien fiabiliser qui va chercher l'information et où est-ce qu'il va la chercher, à quelle date, etc. Et tout ça peut nous amener parfois, enfin c'est pas nous, lorsqu'on met en place un tableau de bord dans une entreprise, on va jusqu'à faire une notice d'utilisation qui exprime ce que je viens de dire, à savoir pour chacun des indicateurs, on indique quelle est la source de l'information, comment est-ce qu'on va chercher cette information et comment on la saisit dans le tableau de bord pour avoir le maximum de fiabilité dans le temps du tableau de bord, évidemment. Et puis, il existe des entreprises, évidemment, qui mobilisent leur poste client, c'est-à-dire qui cèdent à leur banquier des créances clients. Le banquier, en contrepartie de ces cessions de créances clients, fait des avances de trésorerie à l'entreprise. On parle ici de DAI, d'escompte, d'affacturage. Eh bien, toutes ces formules de ligne court terme impactent
les relevés bancaires, puisque le banquier fait des avances de trésorerie à l'entreprise qui sont créditées sur le compte bancaire. Or, en cédant ces créances au banquier, on a quelque part squeezé, en quelque sorte, si je puis me permettre, le délai de paiement accordé à notre client. Et donc, ces formules court terme, DAI escompte à facturage, sont en réalité assimilables à du découvert. Et donc, lorsqu'on suit sa trésorerie, si on veut la suivre au plus près du réel, il convient de déduire des montants des soldes de relevés banque les avances reçues de la part de la banque dans le cadre de la cession des créances clients qu'on a pu faire. Hein, donc évidemment, dans ce cas-là, on a un tableau de bord de trésorerie qui est un peu plus complexe à construire et qui est un peu plus complexe à mettre en œuvre au quotidien, évidemment. Et puis, si vous avez la chance d'avoir des placements de trésorerie, il faut évidemment penser à les prendre en compte, puisque on s'intéresse ici à l'ensemble de la trésorerie de l'entreprise, qui inclut bien évidemment les placements de trésorerie s'il y en a. Donc, on va regarder un exemple. Vous avez donc ici, graphique de haut, un exemple assez simple de suivi de l'évolution mensuelle de la trésorerie. Conformément à ce que j'ai déjà dit, on retrouve ici donc l'évolution au mois le mois de la trésorerie qui est comparée à l'année N-1. Et donc, par exemple, c'est toujours le même cas que les graphiques précédents, c'est un cas réel. Cette entreprise avait une trésorerie en N-1 qui était assez régulièrement déficitaire, aux alentours de moins 50, moins 100 000 euros. On voit qu'en N, la trésorerie de l'entreprise est excédentaire tous les mois et qu'on a plutôt une tendance, la tendance de fond est plutôt à l'amélioration. On voit que les derniers mois écoulés font partie des meilleurs mois en termes de trésorerie pour cette entreprise. Donc évidemment, nous, vu de l'extérieur, on n'a pas forcément toutes les informations pour expliquer cette amélioration, mais le chef d'entreprise, évidemment, lui connaît son entreprise et sait exprimer ou savoir d'où vient cette amélioration de la trésorerie. C'est peut-être parce que l'entreprise est très rentable et gagne de l'argent, c'est peut-être parce qu'on a baissé les stocks de l'entreprise qui a impacté positivement sa trésorerie, on a remis des crédits de renforcement de la trésorerie, enfin, il y a tout un tas d'explications qui peuvent être données, évidemment. Mais en tout cas, ici, on suit sa trésorerie de façon fiable, elle est comparée à N-1, et donc on voit la tendance qui se dégage de ce graphique. Et puis, on peut y ajouter, si on le veut, une notion complémentaire, c'est qu'une entreprise a de l'argent sur ses comptes bancaires, mais elle peut avoir aussi validé auprès de ses banques un certain nombre d'autorisations à court terme, découverts, ligne de DAI dont je parlais tout à l'heure, etc. Eh bien, ces autorisations, c'est pour le dirigeant une capacité à les utiliser. Et donc, même si la trésorerie de l'entreprise est positive, comme c'est le cas ici en année N, cette entreprise a, en complément de l'argent qu'elle a sur ses comptes, des autorisations court terme non utilisées. Et l'addition des deux, la trésorerie que je possède, plus les autorisations court terme que j'ai obtenues auprès de mes banques, que je n'ai pas encore utilisées à date, peuvent être additionnées pour former ce qu'on peut appeler la marge de manœuvre de trésorerie de l'entreprise. Si je prends un exemple, par exemple, au mois de juin, cette entreprise a environ 125 000 euros de trésorerie au regard du graphique du haut. On voit qu'elle a 350 000 euros de marge de manœuvre de trésorerie. Ça veut dire par différence qu'elle a plus de 200 000 euros d'autorisation court terme. Et si je suis chef d'entreprise, ma question, j'ai un gros chèque à faire de 200 000 euros. Ma question, c'est est-ce que je peux faire ce chèque? Si je regarde simplement mes comptes bancaires, je ne peux pas le faire parce que je n'ai que 125 000 euros sur mes comptes. Mais si je veux utiliser les autorisations court terme auprès de mes banques, j'ai une capacité à faire un chèque jusqu'à 350 000 euros pour prendre ce cas. Donc c'est une information complémentaire qui me permet de savoir si je peux engager telle ou telle dépense en fonction de ma trésorerie, mais aussi des autorisations court terme dont je bénéficie. Donc c'est un indicateur qui peut venir compléter l'indicateur trésorerie tout court. Comme pour l'activité commerciale, on peut adjoindre à l'indicateur trésorerie un référentiel. Pourquoi? Parce que la difficulté de la trésorerie, c'est qu'une trésorerie en montant dans l'absolu ne veut pas dire grand-chose puisqu'elle doit être mise en rapport avec la taille de l'entreprise. Et donc les financiers, les banquiers en particulier, utilisent un indicateur qu'on appelle la trésorerie en jours de chiffre d'affaires. C'est le chiffre d'affaires TTC qu'on utilise, parce que la TVA impacte la trésorerie de l'entreprise. Et cet indicateur permet de donner du sens à la trésorerie, soit pour comparer la trésorerie de deux entreprises de taille différente, soit pour
simplement interpréter le niveau de trésorerie qui est la vôtre. Et l'objectif en la matière, qui est indiqué dans le slide, c'est idéalement d'avoir une trésorerie qui dépasse 30 jours de chiffre d'affaires TTC. On va dire que ce seuil permet de déterminer, quand on est au-dessus tout du moins, que l'entreprise dispose d'une trésorerie qui peut être qualifiée de très bonne, disons. Pour pas dire d'excellente, on va dire très bonne. Et à l'inverse, une trésorerie négative qui descendrait en deçà des 30 jours de chiffre d'affaires TTC est considérée très dégradée. Que les banquiers, d'ailleurs, dans le monde bancaire, commencent à s'inquiéter d'une entreprise qui voit sa trésorerie tomber en dessous de ce seuil de moins 30 jours, parce que c'est une entreprise qui s'approche quelque part de ce qu'on appelle la cessation des paiements, qui découle d'un problème de trésorerie. Et donc, cet indicateur complémentaire, on suit la trésorerie en montant, cet indicateur trésorerie en jour de chiffre d'affaires vient en complément, il ne remplace pas la trésorerie en montant. Nous, dans nos tableaux de bord, on suit les deux. J'ai ma trésorerie en montant, c'est une information en soi, et j'ai ma trésorerie en jour de chiffre d'affaires, avec un objectif, c'est de dépasser les 30 jours dans l'idéal, pour avoir une marge de manœuvre de trésorerie relativement conséquente et qui me permet, en tant que chef d'entreprise, je dirais, de dormir tranquille, parce que j'ai un matelas de trésorerie d'avance. Une alternative possible à cet indicateur, peut-être un peu plus difficile à manipuler, pourrait être donc une trésorerie en nombre de mois de charges fixes. J'en parle ici parce que moi je l'ai pas mal utilisé ces dernières semaines dans le cadre de demandes de prêts garantis par l'État. Le prêt garanti par l'État, comme vous le savez, est plafonné à 25% du chiffre d'affaires. Donc on voit que c'est un prêt de trésorerie d'ailleurs. On voit que l'État, le référentiel qu'il a retenu, c'est le chiffre d'affaires, ce qui colle avec mon propos précédent. Mais pour beaucoup de chefs d'entreprise, finalement, une des inquiétudes, c'était de dire, puisque mon entreprise voit son activité baisser, voire s'arrêter, c'était de comparer leur trésorerie, leur niveau de trésorerie, avec le nombre de mois de charges fixes où la trésorerie est en capacité de couvrir. Et donc, une des façons d'aller vers les banquiers dans le contexte actuel pour demander le PGE, peut consister justement à dire, début 2020, finalement, quand j'ai démarré mon exercice, ma trésorerie représentait 3 mois de charges fixes. J'aimerais, grâce au PGE, maintenir ce niveau de 3 mois de charges fixes fin 2020, malgré évidemment la crise qui s'est opérée entre les deux et malgré la baisse de trésorerie probable que je vais devoir assumer. Et donc le PGE vient renforcer la trésorerie pour permettre à l'entreprise de conserver dans les mois qui viennent une trésorerie, par exemple, égale à 3 mois de charges fixes. Donc c'est une autre façon de le regarder, avec toutefois un écueil possible ici ou une difficulté qui est la même que pour le seuil de rentabilité, c'est que les charges de fixe de l'entreprise peuvent changer en cours d'exercice, elles peuvent être différentes à la fin de l'année par rapport au début d'exercice, et donc on peut avoir ici une difficulté à se projeter évidemment dans le temps pour mesurer ce que seront les charges fixes en fin d'exercice. Mais si on fait un prévisionnel, on peut évidemment y arriver. J'en arrive au dernier volet, aux derniers indicateurs à suivre, qui touche cette fois donc au BFR. Le BFR, c'est donc le besoin en fonds de roulement. Et à l'intérieur du BFR, on va notamment trouver des éléments qui vous parlent. On va trouver les créances clients, donc c'est le dû client, c'est-à-dire que les factures clients qui ne sont pas été encore réglées par le client. On va trouver à l'intérieur du BFR également les stocks et ou les encours de production. Ces deux éléments additionnés forment pour l'entreprise un besoin. Une entreprise doit fonctionner tout en ayant de l'argent dehors à récupérer auprès de ses clients, et elle doit pouvoir fonctionner avec évidemment des stocks ou des encours de production, puisque ça fait partie inhérente de son activité. Et à l'inverse, toute entreprise a des dettes fournisseurs. Donc ces dettes fournisseurs, à l'inverse, c'est de l'argent que je dois, que je n'ai pas encore payé, donc constitue une ressource pour l'entreprise. La différence, en gros, entre les besoins que sont les créances clients et les stocks diminués des dettes fournisseurs est représentatif de ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement, le BFR. Eh bien, ces différents éléments, individuellement, peuvent tout à fait être intégrés dans un tableau de bord et faire l'objet d'un suivi spécifique. En particulier, dans le contexte actuel, les créances clients. Et pour ceux qui sauraient suivre ces trois éléments, les créances clients, stock et dettes fournisseurs, ils pourront même, dans leur tableau de bord, suivre plus largement l'évolution de leur BFR, de leurs besoins en fonds de roulement,
et l'évolution du BFR influe la trésorerie de l'entreprise. Donc on va prendre quelques exemples, avec en premier lieu, je dirais, c'est le plus important sur ce volet, qui est lié au contexte actuel. Le contexte actuel va amener très probablement des impayés, ou il y a des risques en tout cas d'impayés, mais qui risquent de s'avérer dans les mois qui viennent. Il est donc nécessaire aujourd'hui de suivre l'argent que vous avez dehors à récupérer auprès de vos clients, et on peut le traduire dans une logique de délai de paiement client, quel est finalement et comment évolue dans le temps le délai de paiement moyen de mes clients. Donc vous avez deux graphiques correspondants, celui de haut qui donne le montant global des créances clients de l'entreprise, celui du bas qui donne le délai de paiement moyen des clients de la société chaque fin de mois. Et on voit que la tendance dans ce graphique est plutôt à l'amélioration, puisque on était monté au plus haut à plus de 70 jours de délai moyen de règlement client. Au jour d'aujourd'hui, enfin en tout cas dans les derniers mois du graphique, on tombe autour des 40 jours à peu près. Donc on voit qu'il y a eu une amélioration. Et donc avec cet indicateur, on peut également, si on le veut, ce qui n'est pas fait ici dans les graphiques, introduire un paramètre complémentaire qui serait de faire ressortir à l'intérieur du montant des créances clients le montant des créances qui sont en retard de règlement. Et ça peut devenir un indicateur complémentaire que je suis tous les mois pour m'assurer que finalement ce montant n'augmente pas trop fortement dans le temps et que ça ne met pas en risque trop important mon entreprise, en danger. Je parlais de danger de performance tout à l'heure. Un des dangers aujourd'hui, évidemment, peut venir de l'impayé. Et puis, quand je vois les délais de paiement s'allonger ou le montant des créances clients en retard de règlement s'allonger ou augmenter, eh bien, je peux agir évidemment, je peux relancer mes clients et faire en sorte évidemment d'encaisser rapidement finalement les créances qui sont les plus en retard, et donc limiter les risques en la matière. Donc ça, c'est vraiment le plus fondamental à l'intérieur des composantes du BFR. On peut faire strictement la même chose que ce que je viens de dire du côté des dettes fournisseurs, c'est-à-dire qu'on peut suivre le montant des dettes fournisseurs et le délai de règlement moyen des fournisseurs. Donc je ne l'ai pas traduit ici puisque c'est la même mécanique que pour le délai de paiement client. Et si je sais le faire, je peux également suivre au travers d'un graphique dédié au mois le mois l'évolution du montant de mes stocks ou du montant de mes encours de production. Si je sais faire ce suivi des clients, des fournisseurs et de mes stocks, eh bien je suis capable de suivre, si je le veux, à l'intérieur du tableau de bord, le besoin en fonds de roulement de l'entreprise dans sa globalité, avec une évolution mensuelle. Le graphique que je vous ai mis ici est un cas réel à nouveau, qui est différent du cas précédent. On voit que l'entreprise qui est ici avait un BFR, un besoin en fonds de roulement, qui était monté jusqu'à 3 millions d'euros au plus haut, et que depuis un certain nombre de mois, son BFR est revenu à quelque chose qui est plus près des 2 millions d'euros. Eh bien, évidemment, cette baisse d'1 million d'euros ou presque du BFR se traduit mécaniquement par une amélioration de la trésorerie de l'entreprise. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que quand on tourne autour de ces éléments, je suis mon activité commerciale, je suis ma trésorerie, je suis les composantes du BFR, finalement, on arrive à sentir son entreprise, les grandes tendances qui s'en dégagent, sans nécessairement avoir besoin de déterminer chaque mois un compte de résultat mensuel qui pose des difficultés dans sa mise en œuvre, notamment du fait du suivi des stocks, alors que quand je suis mon activité commerciale, mon chiffre d'affaires, couplé à mon seuil de rentabilité, quand je suis ma trésorerie et les composantes du BFR, finalement, je vois globalement ce qui impacte ma trésorerie et je sais pourquoi ma trésorerie augmente, parce que mon BFR s'est réduit, ou si à l'inverse, mon BFR ne s'est pas réduit, ma trésorerie augmente très probablement parce que je suis rentable et que je gagne de l'argent. Donc en fait, l'idée, c'est d'essayer de faire des choses assez simples, de bon sens, et qui permettent de sentir son entreprise, sentir sa boutique, comme on dit, plutôt que faire des choses qui seraient trop complexes à mettre en œuvre, voire parfois peu fiables, comme je l'ai dit, au travers notamment du compte de résultat mensuel. Voilà les recommandations qui sont les nôtres sur les indicateurs financiers, je dirais, essentiels à suivre dans vos tableaux de bord respectifs.
Très bien, merci Jérôme. Donc pour résumer en peu de mots ton propos et les principaux points du coup qu'on a mis en avant selon nous sur ce que doit être un tableau de bord et donc un bon tableau de bord. Donc il faut que ce soit quelque chose de structuré, d'assez simple pour justement pouvoir être suivi de manière assez facile. Un tableau de bord qui doit être pertinent et puis fiable comme tu l'as évoqué tout à l'heure avec notamment des éléments qui doivent être particulièrement pris en compte avec énormément de fiabilité comme les aspects de trésorerie avec l'exemple que tu nous as cité de changement d'interlocuteur au niveau de la comptabilité dans vos entreprises qui seraient en charge de cette trésorerie et qui pourraient traiter différemment le sujet d'un prédécesseur. Ce pourquoi nous d'ailleurs on établit des notices d'information comme tu le disais tout à l'heure. Et donc au final tout ça doit permettre à ce que ce tableau de bord soit utilisé pour permettre des prises de décision rapides et appropriées, notamment dans des contextes difficiles comme c'est le cas potentiellement actuellement. Voilà, donc merci à vous pour votre attention au cours de cette vidéoconférence. Je ne sais pas s'il y avait des questions spécifiques. J'en ai pas, il y en avait pas, j'en avais pas noté jusqu'à présent sur le chat. Il n'y en a pas a priori là à nous être remonté. En tout cas, j'espère que ça vous a permis d'approfondir un petit peu ce sujet et potentiellement, comme on le disait tout à l'heure, de remettre un peu sur la table les éléments que vous utilisez aujourd'hui afin de les revisiter comme on le disait en préambule. Vous aurez la possibilité d'accéder au replay de cette vidéoconférence sur notre blog ainsi qu'au support puisqu'on a eu notamment dans les questions le fait de pouvoir accéder au support en pleine page parce que c'est vrai qu'il y a certains graphiques pour lesquels vous n'aviez pas la possibilité peut-être de tout bien voir dans le détail. On n'avait pas la possibilité de diffuser le support en plus grand, mais vous aurez également dans l'article du replay une possibilité d'avoir le document, le PowerPoint en détail pour pouvoir revoir ces slides. On reviendra aussi vers vous rapidement avec d'autres vidéoconférences qu'on prévoit pour les prochaines semaines. On vous communiquera plus d'informations. On est en train de voir notamment pour pouvoir faire une vidéoconférence avec la Banque de France, comme Jean-Marc l'avait indiqué précédemment. On vous tiendra au courant dans la semaine des modalités. Voilà. Une autre intervention probable qu'on fera, qui est en lien direct avec ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est probablement une intervention sur les prévisionnels financiers, justement, les budgets prévisionnels, qui font partie également des outils de pilotage et dont j'ai parlé au travers de cette intervention. En tout cas, merci de votre attention, merci de votre écoute, et puis portez-vous bien dans ce contexte relativement particulier. À bientôt. Au revoir.